direct de l'Hôtel de Ville de Paris, dans la salle des fêtes, pour le Paris zéro carbone. Nous allons parler d'une problématique qui concerne toutes les grandes villes, les villes moyennes aussi. Mais on va s'arrêter 2 secondes sur les Parisiens, parce que vous êtes nombreux dans la salle. Quel Parisien n'a jamais passé une commande sur Internet? Qui n'a jamais demandé à ce que ce produit soit livré dans la journée, voire dans l'heure? Qui n'a jamais râlé devant une camionnette de livraison garée sur le trottoir et ou sur la coronapiste de Madame Hidalgo et dont le pot d'échappement fait tousser? Jonathan Seban, vous êtes directeur général de Sogaris, l'opérateur immobilier logistique, notamment de la ville de Paris. La ville de Paris est actionnaire majoritaire de Sogaris. Et la ville de Paris a présenté il y a quelques mois sa stratégie logistique sur les livraisons, les chantiers. Je vous rappelle les chiffres donnés par la ville à l'époque, par David Béliard, l'adjoint chargé de ces sujets. 500 000 colis livrés chaque jour dans la capitale pour un peu plus de 2 millions d'habitants. Rendez-vous compte, ça fait 1 colis pour 4 habitants par jour. Un quart des émissions de CO2 à Paris proviendrait du transport de marchandises. Bref, Jonathan, la tâche est rude, vous n'êtes pas tout seul, mais comment vous participez à votre échelle à la décarbonation du dernier kilomètre? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir parler de cette problématique qui nous tient, je pense, tous à cœur ici, qui est effectivement la problématique de la mobilité des biens et notamment de la question de sa décarbonation. Peut-être quelques mots de contexte. C'est que la logistique urbaine, pour bien comprendre d'où elle vient, elle prend son essor finalement d'un élément assez majeur qui est la transformation des modes de consommation. On va parler e-commerce bien entendu, mais il faut imaginer que c'est plus largement que le e-commerce qui nous concerne, c'est, je dirais, l'ensemble de nos pratiques de consommateurs aujourd'hui qui sont en jeu, et c'est derrière la transformation des modes de distribution. Et ça concerne à la fois ce que l'on appelle le B2C, c'est-à-dire ce qui arrive directement aux particuliers, la fameuse commande passée sur Internet, mais c'est aussi ce qui concerne le B2B. Il ne faut pas oublier que le B2C, c'est 20% du transport de marchandises dans une grande ville comme Paris. Le B2B, c'est 80%. Alors effectivement, la dynamique, elle est très fortement sur le B2C, mais en réalité, il faut aujourd'hui imaginer pouvoir adresser l'ensemble de la mobilité des biens, c'est-à-dire l'ensemble finalement des secteurs commerçants, marchands et, je dirais, productifs, qui sont directement liés à la question de cette fameuse logistique dite urbaine. Alors, comment on y travaille, je dirais modestement à notre niveau, mais on essaye de faire au mieux, avec effectivement des convictions fortement chevillées au corps. Un élément essentiel qui n'est pas de notre ressort, mais je le dis tout de suite, c'est évidemment celui de la réglementation. Ça a été dit avant nous par Anne-Marie Jean, évidemment que la mise en place des zones à faible émission va avoir un effet. Il est encore assez difficile de savoir dans quel calendrier et ce qu'il sera exactement, mais ça va avoir un effet de repositionnement, de fait, des entrepôts et des acteurs de la distribution et de la logistique. Et puis au-delà des ZFE, c'est plus largement l'ensemble des documents d'urbanisme, c'est les déréglementations particulières, stationnement, marchandises, on pourra y revenir. Un deuxième élément, et c'est pour le coup notre cœur de métier chez Sogaris, un deuxième levier auquel on s'intéresse et que l'on adresse, c'est la question de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on peut y mettre des contraintes, bien entendu, mais il faut finalement donner aux professionnels les moyens, à un moment donné, de quand même pouvoir distribuer leurs marchandises dans les meilleures conditions qui soient. C'est un enjeu qui est évidemment écologique, parce que ça participe à la décarbonation, je vais y venir. C'est un enjeu qui est économique, parce que ça leur permet par construction de pouvoir opérer dans de très bonnes conditions, mais c'est aussi un enjeu social. Attention à toujours relier, je dirais, la décarbonation et la déprécarisation de la logistique urbaine. Il faut permettre à ces professionnels du dernier kilomètre de pouvoir travailler dans d'excellentes conditions. Et ça, c'est un sujet délicat. Et donc, je finis juste sur ce point pour dire que, en matière d'immobilier, ce que nous portons chez Sogaris, c'est l'ambition de pouvoir déployer un réseau de sites. On est absolument convaincu que la meilleure manière d'optimiser les flux de marchandises, c'est pouvoir mailler finalement le territoire de la meilleure des manières, de telle sorte à pouvoir permettre aux professionnels d'optimiser autant que possible leur positionnement et donc leur flux. Et ça a un double effet extrêmement important. Ça a un effet volume. C'est que quand vous positionnez très très bien vos flux, évidemment, vous avez moins de flux d'une certaine manière. Vous participez moins à la congestion. Ça, c'est un premier élément essentiel. La deuxième chose, c'est que quand vous détenez un actif logistique, ça veut dire que derrière, vous êtes dans la contractualisation avec l'exploitant et donc vous pouvez aussi accompagner des pratiques différentes. Et ça, là encore, a été évoqué avant nous. Les pratiques différentes, c'est quoi? C'est des pratiques
pratiques qui sont moins carbonées, des véhicules qui sont plus propres, voire des pratiques qui vont jusqu'à la cyclo-logistique ou même la livraison à pied. Donc c'est ces deux ensembles-là qui sont pour nous en tout cas des leviers absolument essentiels de ce dernier kilomètre. Juste un point, et j'en finis par là. Évidemment que quand on pense logistique urbaine, on pense e-commerce. Constance y reviendra et elle expliquera en quoi les deux choses ne sont évidemment pas du tout elles sont liées, mais elles ne sont pas identiques. Néanmoins, il faut s'imaginer que le e-commerce, c'est un levier essentiel. Et il y a une étude récente qui est sortie il y a cela à peine un mois, qui disait que, au fond, pour chaque milliard d'euros dépensés sur Internet, chaque milliard d'euros supplémentaires, c'était 25 000 mètres carrés d'entrepôts supplémentaires qu'il fallait réussir à trouver. Il faut s'imaginer que le e-commerce en 2021 en France, c'était à peu près 150 milliards de chiffre d'affaires. C'est une progression d'à peu près 10 à 15% par an, et même au troisième trimestre, alors qu'on est dans un contexte économique difficile, le e-commerce a continué de progresser. En France, on a à peine 14% du commerce de détail qui est concerné par le e-commerce, donc sans doute une capacité à se déployer encore très largement. Ça pose énormément de questions, on va y revenir, notamment de responsabilité individuelle, mais en tout cas, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on est face à un marché qui va continuer de croître. Et ça tombe bien, Guy-Pierre Sachot, vous êtes en première ligne en tant que directeur du déploiement de la logistique urbaine du groupe La Poste. Contrainte par les ZFE, c'est le mot de votre PDG Philippe Val. Il y a 2 semaines, en plein congrès des maires, La Poste va investir 600 millions d'euros d'ici à 2026. Tiens, c'est la date des prochaines élections municipales. Pour mettre à jour ses véhicules utilitaires, on en parlait avec Anne-Marie Jean, ses vélos cargo, mais aussi et surtout ses entrepôts. Je vous laisse le soin de rappeler à quoi vont servir ces 200 millions d'un côté, ces 200 millions de l'autre et ces 200 millions enfin. C'est divisé en 3. Vous l'avez compris. Donc, et justement, vous avez une responsabilité territoriale, encore pour reprendre les mots de votre patron. Comment vous allez travailler avec les grandes villes autres que Paris sur ce sujet? Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est vrai que les ZFE nous stimulent et nous obligent à aller plus loin que ce que nous avons déjà commencé à faire. Je rappelle que pour le groupe La Poste, son engagement dans la décarbonation ou la réduction des émissions carbone, c'est 10 ans de pratiques quotidiennes et qui, bien entendu, vont se poursuivre. Et donc, depuis 2012, c'est déjà une réduction des émissions mesurée à fin 2021 de 16%, et à fin 2025, on sera à moins 30%. Tous les leviers sont nécessaires pour y parvenir. Le levier de la décarbonation des flottes, il est évidemment très important parce qu'on a énormément de véhicules pour faire à la fois des liaisons d'acheminement ou des liaisons entre plateformes, et puis des véhicules pour la distribution en ville, distribution périphérique, distribution en campagne. Les 4 piliers de notre action de décarbonation sont, et il ne faut jamais l'oublier pour le premier, d'abord d'essayer de bien éco-concevoir nos offres pour diminuer les émissions dès l'origine. C'est un travail extrêmement important. Il peut paraître anecdotique, en tout cas secondaire. Il est tout à fait clé parce que les offres d'aujourd'hui sont les consommations de demain. Donc l'éco-conception. Le deuxième pilier, c'est la mesure et le pilotage quotidien. Et c'est la recherche constante de processus qui permettent de diminuer les émissions globalement et à l'objet transporté. Le troisième élément, c'est évidemment la décarbonation. J'y reviendrai, on a parlé des véhicules. Ça concerne aussi l'immobilier, bien entendu. Ça concerne l'ensemble des processus, y compris dans la définition, par exemple, des spécifications, des outils numériques qu'on utilise. C'est aussi l'optimisation des tournées de distribution. Enfin, il y a toute une série de leviers d'action. À propos d'immobilier, sur les 600 millions dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a 200 millions pour créer notamment un fonds d'investissement avec un partenaire. Vous l'avez trouvé, ça y est? Il devait être annoncé mi-décembre. On est la journée internationale du climat, c'est le moment de l'annoncer. Je crois que notre président, ou Rémi Ferretch, notre directeur général de la Poste Immobilier, ont dû vous dire que ça ne ferait pas l'objet d'une annonce avant le début de l'année 2023. Ah, j'avais noté mi-décembre. Vous ne pouvez pas trop compter sur moi pour vous dire qui ce pourrait être. Sur ce fonds d'investissement, puisque vous êtes assez attaché aux chiffres,
200 millions, en effet, vous l'avez dit, De la pour Poste. pour la décarbonation de la Poste, pour la décarbonation de sa flotte de distribution. Et donc, on va poursuivre le mouvement d'électrification et de diversification, et notamment d'équipements en vélo cargo. Je rappelle qu'on s'est donné un objectif d'être avec une flotte de plus de 1000 vélos cargo en propre exploités à 2025. On est déjà à presque 500, donc on va continuer à s'équiper en vélo cargo. C'est 200 millions d'euros d'adaptation sur l'immobilier qui aujourd'hui est un immobilier qui a été pensé pour les activités de courrier et qu'on va progressivement aussi inclure, incorporer dans les chaînes de distribution de colis. Et puis c'est effectivement un fonds d'investissement pour des objets immobiliers qui sont absolument nécessaires, que Jonathan connaît bien, puisque ça nous permet aussi de travailler ensemble. C'est ce qu'on appelle les hôtels de logistique urbaine. Ce sont des sites qui permettent de la massification de flux et donc qui aident ensuite à réduire le nombre de liaisons et à les raccourcir pour une distribution à faible émission. Donc ça, c'est les leviers réduction des émissions. Et puis, on a un levier aujourd'hui qu'on utilise encore, qui est celui de la compensation, puisque nous ne sommes pas encore totalement net zéro carbone. On a pour objectif de l'être à 2030 pour la Poste et pour sa filiale Géopost à 2040, c'est-à-dire en avance de 10 ans sur La les accords neutralité de Paris. carbone, oui. De 2050. Et pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, je vais très vite sur le travail avec les villes. On pourra y revenir, mais rien Oui, ne on va y peut, revenir. rien ne On peut va faire un se autre tour faire de table. efficace sans les villes. Et donc, on a absolument besoin de travailler avec elles. Très bien, on va y revenir. Constance Maréchal-Lheureux, vous êtes directrice générale de l'association France Logistique, le réseau, l'association qui fédère les acteurs privés de la logistique, de toute taille, de l'immobilier au transport. À écouter ces messieurs, on a l'impression que vous allez bientôt être au chômage. Hein. La route de la décarbonation, ça y est, a été prise. Vous aviez, lors de la feuille de route sobriété, vous avez aussi publié votre propre feuille de route sur la sobriété. Donc, mine de rien, ils ont encore besoin de petits conseils, ces messieurs. Alors, quels freins y subsistent aujourd'hui, pour le dire autrement, quels freins y subsistent aujourd'hui pour la décarbonation ou la sobriété de la logistique urbaine ? Merci de m'avoir invité. Effectivement, donc on représente les acteurs privés, dont d'ailleurs nos deux voisins sont membres de l'association, aussi bien de l'immobilier, des logisticiens, des organisateurs et des transporteurs, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a besoin de nous pour avoir envie. L'engagement de toute la profession dans la décarbonation, il est très clair. La difficulté, ou les freins, ou maintenant la suite du travail, c'est concrètement comment on fait. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Madame Jean juste avant, donc, qui a effectivement co-rédigé un rapport avec votre présidente, avec ma présidente Anne-Marie Anne-Marie Drac sur la logistique urbaine. Avant de rentrer dans les leviers de décarbonation, ce qui était intéressant dans ce rapport, donc qui était co-rédigé, il y avait un troisième élu, M. Bolzan de Toulouse, privé-public, c'était d'abord un constat partagé que c'est un sujet dont on ne s'occupe pas beaucoup. Et donc à ce titre, le fait que aujourd'hui on ait une table ronde rien que sur le sujet, c'est une avancée peut-être par rapport à ce qu'on aurait pu faire il y a 2 ou 3 ans. Moi, je vous rassure, la première table ronde que j'ai animée sur le sujet ici même, c'était il y a 4 ans. Donc on a toujours traité ce sujet à la tribune. Vous êtes en avance peut-être sur certains autres acteurs. Donc c'est un sujet qu'on connaît peu, sur lequel on a des idées reçues et sur lequel il faut qu'on travaille ensemble pour améliorer. C'est aussi ce qui était apparu intéressant, c'est que c'est un sujet finalement assez consensuel. Parce que quand on arrive, on a quelques idées reçues, mais finalement, on a quand même envie de pouvoir manger quand on est habitant d'une ville. Et donc il faut bien qu'on nous livre notre nourriture. On a envie de pouvoir aller s'habiller dans les magasins. On a envie qu'il y ait des nouveaux métros, donc qu'il y ait des chantiers, que les déchets soient évacués. Et finalement, on a bien besoin, parfois on n'aime pas trop ça, mais on a bien besoin que les produits puissent rentrer et puissent sortir de la ville. Donc on a besoin de cette logistique urbaine. Et pareil, de la même manière, on a tous envie de le faire en limitant au maximum les nuisances et en une meilleure acceptabilité sociale des transporteurs. Ça les amuse pas beaucoup d'être klaxonnés. Ils ont du mal à recruter des conducteurs à cause de ça, etc. Donc on a tous envie de continuer dans une logistique urbaine et qu'elle soit la meilleure possible. Et pareil, comme le disait Jonathan, mais je l'ai un peu dit avec quelques exemples, la logistique urbaine, elle est aussi très variée. C'est les chantiers. Alors à Paris, on a notamment tous les chantiers du Grand Paris. C'est l'approvisionnement des hôpitaux, c'est la construction des nouveaux immeubles, c'est l'approvisionnement des magasins, c'est le e-commerce, mais c'est vraiment très varié. Et alors après, pour rentrer dans votre question sur qu'est-ce qui reste à faire, encore une fois, donc l'envie, elle est là.
Maintenant, il faut travailler sur tous les leviers. Et sur chacun de ces leviers, le maître mot pour moi, c'est de le faire ensemble, acteurs publics et acteurs privés. Et au sein des acteurs privés, les clients et les prestataires transporteurs logisticiens. Et quand je parle des clients, pareil, on pense souvent au consommateur, qui est clairement quelqu'un qu'il faut sensibiliser et qui doit changer son comportement, mais aussi, comme le disait Jonathan, le client quand c'est une entreprise. Parce que les pharmaciens, ils ont tendance à se faire livrer 2 fois par jour. Mais ça se comprend, c'est parce que quand on est malade, il n'a pas le médicament, on n'a peut-être pas envie d'attendre 24 heures. Mais voilà, tout ça, ça a des conséquences en termes de flux. Le garage, on a peut-être envie que sa voiture elle soit réparée assez vite. Le magasin, on râle en général quand il y a des ruptures de stock, etc. etc. Donc c'est aussi... la première chose, c'est de travailler sur la manière dont le client, quel qu'il soit, émet sa demande de transport de logistique, la façon dont il commande, y compris un transporteur. Et après, les autres leviers, ils ont déjà été détaillés, donc je ne vais pas trop les... Non, mais c'est vrai qu'avec tous les outils numériques qui existent aujourd'hui, on a tous un ordinateur ou presque dans la poche. Comment on n'arrive pas à rationaliser tous ces flux? Moi, je pense que mon voisin répondra bien. Les flux sont relativement rationnels. On va passer la patate chaude à votre voisin. Non, c'est pas ça, mais je pense que le rôle des transporteurs... alors c'est un peu, je fais du jargon, mais il y a les comptes d'autrui et le compte propre. Les transporteurs, expliquez-nous ce que c'est. Ils transportent des produits qui ne leur appartiennent pas. Ils transportent pour autrui, alors que quand on parle de compte propre, c'est des acteurs qui transportent leurs propres produits. Par exemple, voilà, un artisan qui transporte ses produits, il est compte propre. Un magasin de bouche qui va, Rungis tout seul, qui ramène ses 3 cagettes, il fait du compte propre. Si ces 3 cagettes, il les laisse à un transporteur qui va les mettre avec les 3 cagettes de son voisin, avec les 5, etc., et ben ça va permettre de faire, en mutualisant, une tournée optimisée. Donc voilà, encore une fois, il y a une première levée, c'est la manière dont on commande le transport. Si on la fait tout seul, il y a moins de chances qu'elle soit mutualisée que si on la fait faire par un tiers. Les acteurs du transport, c'est des acteurs qui ont des moyens et des marges très très faibles. Et si mon voisin pareil complétera en tant que la Poste, mais si dans un véhicule, ils arrivent à mettre un colis, une palette de plus, c'est tout de suite le transport qui devient rentable ou qui ne l'est plus. Donc leur but, c'est bien de remplir au maximum leurs actifs, parce que c'est là qu'est leur rentabilité. Donc là, c'était vraiment la partie demande. Et après, peut-être les 3 autres leviers rapidement, mais qui ont été déjà indiqués, c'est le levier du foncier, parce qu'en fonction de où on met les stocks, où on fait les ruptures de change, et ben ça change le nombre de kilomètres à parcourir. Et par exemple, si on part de plus loin de la ville, globalement, on a le même nombre de kilomètres à parcourir, mais on aura plus de kilomètres qui sont faits dans des modes massifiés, lourds, dans un gros camion. Par colis, le CO2 émis est beaucoup plus faible que dans une petite camionnette, parce qu'il y a un effet volume. Donc il vaut mieux rapprocher au plus possible des villes pour maximiser le nombre de kilomètres faits dans des gros véhicules, et si possible même en train ou en fleuve, et minimiser le nombre de kilomètres faits dans des petits véhicules. Sauf qu'ils sont peut-être plus facilement propres. Donc le 3e levier, c'est vraiment utiliser les modes massifiés, mais c'est pas toujours facile en ville parce que les trains, on a déjà beaucoup de trains de voyageurs, on a du mal à faire passer des trains de marchandises entre les deux. Je disais Anne-Marie Jean tout à l'heure, qui est toujours avec nous et on le remercie, que les RER métropolitains vont arriver, et pas seulement à Strasbourg, et que le rail va être encore plus occupé. Ça risque de ne pas nous aider, en tout cas, mais voilà, c'est un équilibre politique à trouver entre transport de voyageurs, transport de marchandises. Est-ce qu'on veut plus de trains de l'un, plus de trains de l'autre, et en échange moins de voitures ou moins de camions? Ça, c'est un équilibre politique à trouver. Et après, il y a évidemment, mais ça a été évoqué, la motorisation des véhicules sur lesquels on travaille. Et comme le disait aussi Madame Jean, les solutions arrivent. Plus les véhicules sont petits, plus les solutions sont déjà sur la table. Mais on a bon espoir que dans les années à venir, ça se comptera peut-être malheureusement sur un peu plus que des 2 doigts d'une main, tous les véhicules seront propres. On y croit. Oui, Jonathan, j'allais vous donner la parole. Je crois que c'était il y a 1 an et demi, déjà, on s'était parlé du paradoxe du consommateur, qui, par exemple, refuse un centre de distribution urbaine près de ses fenêtres parce que ça fait du bruit. Comment vous arrivez à vous installer au plus près et surtout le prouver que c'est pas trop de nuisance et que c'est pour son bien finalement qu'il y ait un centre de distribution urbaine à côté de chez lui? Je vais répondre à cette question qui est une question compliquée, mais néanmoins à laquelle vous aviez déjà répondu dans un article il y a 1 an et demi. Mais du coup, je ferai le nécessaire. Non, je voulais juste apporter un complément à la question que vous avez posée à l'instant, qui est de dire, mais ma foi, comment est-ce possible de ne pas arriver à faire mieux au regard de tout ce qui est aujourd'hui à notre disposition avec tous les outils qui existent. Oui. Voilà, et je pense que Guy Pierre aura à cœur de pouvoir compléter ma réponse. Juste 3 choses en la matière. La première, on l'a dit, c'est que il y a un enjeu de réglementation aujourd'hui et sans doute de contraintes un peu plus fortes
à poser sur ce secteur du transport, de la distribution et de la logistique. De la même manière qu'on parle beaucoup aujourd'hui de sobriété énergétique, etc., il va y avoir une forme de sobriété logistique aussi. Il faut se rendre compte, je le redis, que la consommation, la distribution... Donc vous aussi, vous allez être au chômage. mais à la limite, si c'est pour la bonne cause, ma foi. En tout cas, il faut se rendre compte que distribution et consommation sont un peu les mêmes faces, si vous voulez, les deux mêmes aspects d'une même réalité. Et donc, ça, c'est un premier élément essentiel, c'est-à-dire comment on a des bonnes réglementations qui sont des éléments de contrainte, bien sûr, comment on a aussi les moyens de les faire respecter. C'est une autre difficulté qui, évidemment, est essentielle pour bon nombre de collectivités, mais comment ça se fait, bien entendu, dans le respect de ce que doit être, à un moment donné, la transformation des pratiques par des professionnels. Ça, c'est un premier élément essentiel. La deuxième chose, c'est que on parle de logistique urbaine, mais ça a été bien dit, je le redis encore, la logistique urbaine, c'est finalement une réalité qui est extrêmement variée. Et d'ailleurs, face à vous, vous avez de l'immobilier, vous avez des opérateurs, vous avez des représentants de tout un ensemble des acteurs de la distribution. Et pourquoi cet élément est essentiel? Parce que vous avez finalement des acteurs qui n'ont pas du tout la même vision, les mêmes horizons de rentabilité, qui n'ont pas du tout les mêmes modèles économiques. Et ça, c'est une contrainte supplémentaire, si je veux dire. On ne peut pas faire évoluer, entre guillemets, d'une manière totalement homogène, l'ensemble de ce secteur industriel. Il faut y compris admettre qu'on va avoir sans doute des bougets qui vont être assez différents, notamment les acteurs de l'immobilier. C'est des acteurs qui ont besoin aujourd'hui de s'inscrire dans un temps qui est plus long qu'auparavant. Et c'est pour ça que des acteurs comme La Poste, comme Sogaris, ont sans doute un rôle essentiel à jouer. J'évoquais tout à l'heure la question de la souveraineté. C'est-à-dire, à un moment donné, la détention des actifs sur le long terme et de pouvoir assurer le fait que, bah oui, aujourd'hui, ils servent de cette manière-là et puis demain d'une autre manière. On parle de la multimodalité quand vous évoquiez le ferroviaire. C'est exactement le sujet. Il n'y a pas aujourd'hui de modèle économique pour faire du transport ferroviaire en logistique urbaine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'il n'y en a pas dans 20 ans. On est aujourd'hui, en matière de réseau ferré, dans une problématique qui est finalement celle des choix qui ont été faits 20 ans plus tôt. Il faut aujourd'hui faire les bons choix pour que dans 20 ans, on puisse faire circuler des trains de marchandises à Paris. Donc c'est une responsabilité essentielle pour les acteurs de l'immobilier. Mais les acteurs de la distribution, et c'est le troisième point, sont dans des pas de temps extrêmement courts. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que les acteurs de la distribution et de la logistique sont des acteurs du court terme. Ce qui pose énormément de difficultés pour transformer des flottes de véhicules. Amortir un nouveau camion, c'est au moins 6 ans. Qui aujourd'hui sait faire les bons choix pour savoir ce que sera la bonne technologie pour... Et là, le calendrier des ZFE qui y est. Absolument. Donc c'est une difficulté qui est réelle. Donc voilà une manière de répondre de manière très objective. Ce n'est pas pour un moment de déculpabiliser ou déresponsabiliser la filière, mais c'est pour lui amener des réponses qui sont précises. Et donc je réponds du coup à votre question. Comment fait-on pour du coup réussir à réimplanter ces espaces de logistique urbaine dans la ville? Et dans la ville, ça veut dire en essayant à un moment donné d'intégrer ce que peuvent être évidemment à la fois les impacts et le respect de celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent. Bah, je dirais que, il n'y a sans doute pas de schéma préconçu. Notre manière à nous de concevoir les projets chez Sogaris, c'est de se dire qu'on a des contraintes, il faut y faire face, et il faut sans doute, même si l'effort de standardisation il est bien entendu présent, il faut sans doute avoir le souci à chaque fois de réinventer un projet différent, et donc notamment de composer avec ce que peuvent être les contraintes inhérentes à l'environnement, au site. Première chose essentielle. Deuxièmement, bah, c'est que dans la conception même de nos sites, eh bien, aujourd'hui, on a un certain nombre, je dirais, de caractéristiques auxquelles on s'attache fermement. D'abord, toutes les manipulations de marchandises, toutes les manipulations de véhicules se font à l'intérieur des sites pour évidemment minimiser les nuisances. Ça, c'est un élément absolument essentiel pour ne pas avoir le bip-bip du camion qui évidemment vous réveille à 4 heures du matin. C'est à mon avis un premier élément central. Deuxièmement, on a fait ce choix qu'on pouvait critiquer il y a encore quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, on démontre à quel point il était audacieux, mais qu'il était évidemment essentiel d'imposer de manière stricte à l'ensemble de nos exploitants sur le site en ville d'opérer en véhicule propre, que ce soit en distribution et maintenant en approvisionnement. Donc c'est aussi une manière de faire la démonstration vis-à-vis des riverains, vis-à-vis des habitants, qu'on s'inscrit finalement dans ce que peut être le respect de leurs conditions de vie, des qualités de vie, de la qualité de vie auxquelles ils ont le droit d'aspirer. Et enfin, le troisième élément, il est évidemment central. Alors ça peut donner l'impression d'être un peu tarte à la crème, mais je revendique de le dire ici. On est dans une logique de coopération systématique avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, il faut comprendre que développer un entrepôt quand vous êtes à l'extérieur de la ville, bah oui, ça se faisait historiquement en 3 ans, 1 an et demi d'instruction, 18 mois de construction. Quand on est en ville, bah, ce n'est pas le même temps. Ça prend plus de temps parce qu'il faut échanger, il faut dialoguer, il faut convaincre, il faut s'inscrire dans une logique de dialogue. Il faut faire du sur-mesure. Absolument. Je pense que Guy-Pierre va nous le dire aussi. 5, 6, 7 ans. Pardon Jonathan, je vous ai coupé la chic. Guy-Pierre, justement, vous l'avez dit sans le dire, c'est la responsabilité territoriale du groupe La Poste de faire un peu du sur-mesure avec les villes.
C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité, j'allais dire, de tous les acteurs, et c'est la responsabilité aussi des élus dans leur territoire d'intégrer les flux de marchandises dans les politiques publiques. Ce qui, jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, était un peu laissé de côté. Je vais prendre, pour illustrer ce qu'ont dit les intervenants sur cet échange avant moi. Nous ne pouvons pas, nous, tout seuls, décarboner notre activité. La demande des clients est essentielle. Ce qui est également essentiel, c'est que les collectivités prennent conscience qu'elles sont des acteurs de la logistique. Elles le sont à 3 titres différents, et très souvent, elles en oublient au moins 2, parfois même les 3. Mesdames et messieurs les élus dans la salle, c'est pour vous. Elles le sont parce qu'elles posent des réglementations qui, pour un certain nombre d'entre elles, contraignent les opérateurs dans la ville à utiliser des véhicules, de l'immobilier, à organiser leur tournée de manière sous-optimale. Par conséquent, je le dis souvent aux élus que je rencontre et à leurs équipes, une logistique vertueuse est toujours une coproduction. Mais c'est vrai dans l'autre sens. Une logistique défaillante est toujours une coproduction. Ce n'est jamais exclusivement la responsabilité de l'un ou de l'autre. C'est une responsabilité partagée. Et je pourrais prendre des tas d'exemples pour illustrer ça. Donc, la réglementation est un élément clé de la production d'une logistique à faible émission. Le deuxième élément, c'est que les élus et les territoires sont aussi eux-mêmes des gros producteurs de logistique. On a parlé des comptes propres, des artisans, des commerçants, mais les collectivités sont elles-mêmes des opérateurs de logistique avec leurs propres véhicules, leur propre personnel. Leur propre flotte, oui. Leur propre flotte. Et on parle des ZFE. Moi, je peux vous parler d'un échange avec des élus d'une métropole en France où quand ils ont commencé à projeter leurs hypothèses de réglementation et d'interdiction des normes critères, et puis qu'ils ont interrogé leurs services, ils se sont aperçus que c'était une part très importante de leur propre flotte qui ne pourrait pas circuler sur leur territoire. C'est ballot. On est tous concernés. Bien sûr. Donc les collectivités elles-mêmes, en compte propre. Et puis troisième élément très important de la puissance publique locale, c'est sa capacité à faire de la pédagogie avec nous sur ce sujet. Or, on a tous besoin d'être énormément informés et j'allais dire un tout petit peu sur cette question, acculturés, sans être tous des experts de la logistique, mais nous sommes tous des logisticiens. Or, il y a des choix que nous faisons pour décarboner le dernier kilomètre. Ils sont totalement dépendants du comportement du consommateur. Je vais vous donner un exemple. Nous pensons que le modèle vertueux, c'est celui de la tournée de distribution. C'est-à-dire quand on fait partir un véhicule. Oui, quand on fait partir un véhicule, il est plein. Ce qu'il faut éviter en logistique, c'est de faire circuler des camions à moitié vides. Donc il est plein et au fur et à mesure qu'il progresse dans la tournée, il rend le service et idéalement, ce qui serait vraiment le top, serait qu'en plus, en même temps, on puisse collecter. Parfois, vous n'êtes pas chez vous. Donc le colis, on ne peut pas vous le remettre. On va devoir vous le présenter une deuxième fois. Ça veut dire qu'on double les consommations rapportées à ce colis. Et puis, in fine, peut-être qu'on va le laisser en instance quelque part. Et nous, on dit, une instance pas trop éloignée, dans le bilan carbone final, ça peut être positif, si c'est le choix du client, de le mettre en instance au bureau ou dans une consigne. Mais si vous allez chercher votre colis à la consigne ou à l'instance, avec votre propre véhicule diesel, le bilan carbone de la réception de votre colis, là, il se casse la figure. Donc nous sommes tous des producteurs d'une logistique à faible émission. On va laisser 1 minute 25 à Constance pour conclure et sur une note positive, une idée là tout de suite qui pourrait être généralisée, qui ne le serait pas selon vous en matière de décarbonation de la logistique du dernier kilomètre. Non, je pense que on en a beaucoup parlé plutôt qu'une idée précise parce qu'il y en a tellement. On n'a pas du tout parlé du fluvial, dont l'enjeu du fluvial, ça paraît peut-être pas logique. C'est le foncier, c'est qu'il faut accepter en cœur de ville, dans les endroits où on a plutôt envie d'aller se promener, de faire des pique-niques avec ses enfants, d'avoir des quais pour charger et décharger des bateaux, parce que c'est bien que le bateau passe, mais enfin il faut bien que les marchandises puissent sortir du bateau. Non, ce que je voudrais, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut s'en occuper. C'est un sujet qui était
pas classiquement traité par certains acteurs, il l'est de plus en plus. Et on a, les ministres vont présider en début de semaine prochaine un nouveau comité interministériel de la logistique où justement ça permet de montrer qu'on travaille ensemble, public-privé, sur ces sujets, et notamment sur les sujets de logistique urbaine. C'est Madame Jean qui interviendra d'ailleurs. On commence à y travailler vraiment, à mettre les personnes autour de la table. Les collectivités locales se sont regroupées et depuis quelques mois, on y travaille. Alors là, un des sujets, ça a été les places de livraison, parce que si on n'en a pas assez, si elles sont pas bien, si elles sont prises par d'autres, ça nous oblige à être en double fil. Transporteurs, encore une fois, ça les amuse pas, ils sont klaxonnés et après leurs conducteurs, ils veulent plus travailler. Mais il faut c'est des sujets souvent complexes. Encore une fois, il faut qu'on y travaille ensemble et donc il faut s'en occuper. Et on est sur une bonne voie et il faut continuer. Merci pour cette note positive.